On a parlé des millions de morts, des 6 millions. C'est la fourchette basse, mais c'est une industrie de la mort. Le simple fait de vivre sur le sol de RDC, plus particulièrement dans les régions en guerre, c'est d'être exposé à la mort. Pourquoi ? Pour servir le progrès technologique. Bienvenue sur le Bingo de Commune, l'émission qui transforme les sujets qu'on vous présente comme trop complexes, trop tabous ou trop flous en discussion accessible à tous. Aujourd'hui, je vais jouer au bingo avec David Maanda Kitoko qui lutte contre l'extractivisme minier à travers son association Génération Lumière, notamment en République démocratique du Congo, son pays natal. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'extractivisme, pas de panique, on va vous l'expliquer. Ensemble, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe en République démocratique du Congo, donc la RDC, pourquoi il y a autant de conflits, notamment à l'est du pays, quelles sont les causes, quels sont les liens avec les mines. Le but de cet épisode, c'est de reprendre les bases. Mais avant de commencer, petit rappel des règles du bingo. Pour gagner, il faut remplir sa grille, et pour la remplir, on pioche des cartes avec dessus une question et un numéro. Si le numéro est sur sa grille, on pose un jeton dessus. Le premier qui complète sa grille remporte un cadeau, et si c'est moi qui gagne, on vous le fait gagner. Et aujourd'hui, le gagnant repartira avec 2 places de cinéma pour aller voir le film de son choix. Donc, ce que je te propose déjà, c'est de choisir qui tu veux. Go pour McCartney quand même. J'ai choisi la grille Xi Jinping, le président de la Chine, et David a pris celle de Mark Carney, le Premier ministre canadien. Pourquoi ces deux personnes ? Parce que les entreprises canadiennes et surtout chinoises contrôlent une grande partie des concessions minières, et les conséquences sont énormes, on y reviendra. Dans cet épisode, nous allons aborder des sujets sensibles, vous pouvez vous référer à la description pour en savoir plus. Et je pense qu'on peut commencer. Je t'en prie, tu peux tirer la première carte et nous dire quel numéro tu as. 5. C'est moi. Ah, un point pour Xi Jinping. Peux-tu nous montrer sur la carte la géographie du pays, ses régions, ses grandes villes, les pays voisins et les zones où se trouvent les ressources ? Petit disclaimer avant de commencer, cette émission est vraiment à destination des personnes qui n'ont pas de base ou qui ne connaissent pas grand-chose à la République démocratique du Congo et qui ont envie de s'y intéresser. On a donc sélectionné certaines informations, certains événements essentiels pour garder un contenu assez digeste qui tient en moins d'1 heure. Cet épisode, il vous permettra par la suite d'aller explorer d'autres sources pour aller justement approfondir le sujet. N'hésitez pas en commentaire à apporter des informations supplémentaires. Donc déjà, pour qu'on se rende compte, la RDC fait, je crois, 5 fois la taille. Ouais, 4 ou 5 fois la France, ouais. La France hexagonale, ouais. Et maintenant, est-ce que du coup, tu peux nous montrer peut-être les principales villes ? Kinshasa, qui se trouve à l'extrême ouest, sur le bord du fleuve Congo. Goma, qui est au nord Kivu, qui est en fait le chef-lieu, c'est comme ça qu'on dit chez nous, le chef-lieu du nord Kivu. Au-dessus, c'est... Au-dessus, Ituri. Ituri, c'est vraiment dans le nord. Et à côté, tu as ce qu'on appelle le Haut-Touélé. En dessous, tu as les Sud Kivu et tu as juste à côté aussi le Maniema. Alors, les grandes villes du Sud Kivu, en fait, c'est Bukavu, mais tu as également Uvira vers ce coin-là, en fait. C'est au bord du lac Tanganyika. Là où tu as grandi et... Là où j'ai grandi, en fait, c'est 4 pays. Donc, tu as le Burundi, la Tanzanie, mais ça va jusqu'en Zambie. Et la RDC, du coup, on a oublié de parler, en fait, le Kivu vient du lac Kivu. Qu'on a entre le Rwanda et la RDC. Alors moi j'ai vécu à Uvira, Bukavu vite fait, je suis passé également par Goma. Quand il y avait la guerre au Congo, on allait au Burundi. Il suffit de prendre une pirogue et ça vous dépose ici. Et au Burundi aussi, quand il y avait des conflits, on retournait à RDC. Et puis en fait c'était devenu trop invivable dans les années 2000, et en fait on a dû marcher jusqu'à Kigali en fait. Et on entend souvent parler du Katanga, ça c'est au sud. Ouais, le Katanga c'est vraiment vers ici, tu as Lubumbashi, Kolwezi ici, on va trouver le poumon économique congolais en termes de mines, quoi. C'est là où les mines s'effondraient, à Kolwezi. Et justement, où se trouvent les principales ressources minières du pays ? Dans les Katanga, on va plus trouver des mines plutôt de cobalt. Enfin, les mines de cuivre sont souvent des mines de cobalt, c'est des coproduits. Juste au nord, on va avoir les mines de coltan. Et encore un peu plus au nord, vers justement Ituri, on va y trouver de l'or. Et plus vers le centre, en fait, on va avoir un peu plus de forêts. Et dans lequel on peut trouver du pétrole et du gaz. Vraiment, vers l'ouest, on a aussi du pétrole. Ok, bon à mon tour de tirer une carte. 1, c'est ça. Ok. Que se passe-t-il en 1885 et quel type de colonisation commence alors au Congo ?
Juste avant, c'est février 1884. Les grands empires coloniaux se retrouvent en Allemagne. Bismarck convoque tous ces beaux mondes-là, où ils se retrouvent pour discuter d'abord de la question congolaise. Et puis, en 1885, ils décident de discuter En fait, ça s'appelle à la base la conférence du Congo. En fait, c'est devenu une conférence de Berlin où ils se sont partagés l'Afrique. Et dans cette discussion, en fait, ce qui va en sortir, c'est que tout ce vaste territoire qui fait à peu près 80 fois la Belgique, et on a vu entre 4 ou 5 fois la France hexagonale, eh bien, on va le donner à un seul mec, Léopold II, le roi de Belge. Et quand on dit donner, c'est pas, et c'est pas bien déjà, mais c'est pas la Belgique. C'est lui. C'est lui. C'est privé, quoi. C'est son jardin. En réalité, c'est un gérant des intérêts capitalistes sur ce territoire. Parce que le Congo, en fait, à ce moment-là, s'appelle... J'ai envie d'écrire sur la carte. Tu peux écrire. Mais j'ai pas envie de mettre ce nom sur le Congo, donc je suis un peu... Ça s'appelle État indépendant du Congo. Et beaucoup de gens, en fait, se trompent en croyant qu'à ce moment-là, on était indépendant. En fait, non, pas du tout. En fait, c'était une espèce de... En anglais, le mot est plus juste, c'est Free State, qui est une espèce de protectorat commercial. C'était à l'époque au service des entreprises capitalistes pour l'automobile. Et on y trouvait beaucoup de caoutchouc en RDC. Avec énormément de violence, une colonisation extrêmement, extrêmement violente. C'est ce que nous, on considère comme le premier génocide sur ce territoire. Et je ne suis pas le seul. Il y a aussi un écrivain irlandais qui, déjà, parle d'un crime qui n'a jamais été répertorié jusque-là dans toute l'humanité. On va exterminer 10 millions, environ 10 millions de Congolais. C'est énorme, c'est d'autant plus énorme parce qu'on pense que ce territoire-là, dans l'entièreté, c'était 20 millions d'habitants. Donc c'est 50% des populations qui ont été massacrées au nom du progrès technologique, au nom de l'automobile. 1908, donc il y a de plus en plus en fait des journaux qui vont s'intéresser à cette barbarie qui se passe. Donc ça va remonter en Europe et ça va créer un buzz médiatique, on dirait aujourd'hui. Et donc il va décider de lâcher ce territoire. Mais certains historiens aussi tempèrent cette version en disant qu'en réalité, en fait, Léopold II était ruiné à ce moment-là. Ça l'arrangeait bien de se séparer de ce territoire qui devenait de plus en plus déficitaire. Il devenait de plus en plus déficitaire pour lui. On va voir ce qui se passe après. Je te laisse tirer la prochaine carte. J'espère que c'est mes numéros. 7. Qu'est-ce qui a amené aux événements actuels dans Kivu? On avance là, comme ça. On fait un énorme bond. En fait, au Nord Kivu, on a différents peuples qui cohabitent. On parle de plus de 450 ethnies. Moi, je dis peuples. Dans ces 450 peuples, si notre hobby était de s'entretuer, il n'y aurait plus personne depuis bien longtemps. En fait. On a l'habitude de comprendre les conflits avec deux protagonistes, quoi. Le méchant et le gentil, si j'ai caricature. Et du coup, là, on est 450. On fait tout pour coller à ce narratif-là. Le narratif dont parle David, et on va beaucoup revenir dessus pendant cette émission, c'est celui qu'on entend souvent dans les médias, notamment occidentaux. C'est l'idée que les conflits dans l'Est de la RDC seraient surtout des conflits ethniques. Selon ce récit, les rivalités s'expliqueraient uniquement par des rivalités anciennes entre des groupes comme par exemple les Hutus et les Tutsis. Si des tensions entre certains peuples existent bien, réduire les conflits armés en RDC uniquement à ça, c'est passer à côté d'une partie essentielle du problème. Une espèce de masse homogène des Congolais qui ne seraient pas rwandophones contre des Congolais qui seraient rwandophones. Mais encore, pas tous les Congolais rwandophones. Une partie des Congolais rwandophones qu'on a décidé d'identifier comme Tutsis. Et qui a décidé de les identifier? C'est à quelle époque? En fait, ça vient de la Belgique, qui colonisait le Rwanda, le Burundi et les RDC, qui ont décidé de créer des catégories chez les populations qui habitaient le Rwanda. Et donc, c'est eux qui ont créé des histoires ethniques entre Tutsis et Hutus. Bien que ça ait existé, mais c'était des catégories sociales. L'administration coloniale belge au Rwanda a transformé des distinctions socio-économiques fluides entre les Hutus et les Tutsis en catégories raciales rigides.
et hiérarchisés. Les colons belges ont construit tout un mythe dans lequel ils présentaient les Tutsis comme descendants d'une race supérieure, en leur inventant des origines particulières pour les favoriser et les opposer aux Hutus. Bref, ils ont appliqué la règle « diviser pour mieux régner ». Donc il y a une réalité qui vient de cette histoire douloureuse du Rwanda qu'on va essayer de coller à tout prix sur la question congolaise. Okay. Je ne dis pas en fait que les tensions entre les peuples n'existaient pas. Je dis juste que ces peuples cohabitaient avant ça. Et en fait, ce qui moi m'intéresse, c'est à partir de quand on parle de ces tensions en RDC. En fait, on les voit à partir où il y a une montée en demande des métaux qui se trouvent juste dans ce coin-là. La question ethnique, elle aussi permet de camoufler les intérêts économiques et de camoufler les responsabilités des espèces de personnages tout à fait horribles et sanguinaires qui sont un certain nombre de dirigeants du M23. Le mouvement du 23 mars, le M23, vous allez beaucoup en entendre parler dans cette émission. Je vous donne quelques infos essentielles à retenir pour comprendre la suite. C'est un groupe armé rebelle actif à l'est de la RDC, principalement au nord et au sud Kivu. Il a été créé en 2012 par d'anciens membres d'autres groupes armés qui ont fait défection. C'est pas un groupe qui est isolé, il est allié à d'autres groupes armés. Dans sa communication, le M23 dit vouloir protéger les Tutsis congolais. Le M23 est accusé par plusieurs ONG, également par les Nations Unies, d'avoir commis plusieurs crimes, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, de la torture, etc. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est soutenu et financé par le Rwanda, le pays voisin, et qu'il contrôle de nombreuses mines artisanales à l'est du Congo qui rapportent beaucoup d'argent. C'est un narratif qui, en fait, les blanchit et les fait passer pour des héros, défenseurs de peuple. Maintenant, dans le narratif même du M23, sur lequel on reviendra, ce serait des swahiliphones tout entiers qui vivraient un cauchemar sur cet État. Je suis swahiliphone. Oui, une langue qui est perçue un peu comme une ethnie, alors qu'il y a plusieurs peuples différents qui parlent la même langue. Et au sein même de peuples qui, a priori, ne parlent pas la même langue, en fait, tu as des gens qui parlent cette langue. Par exemple, on va parler des Baluba, le président actuel que je ne défends pas du tout et dont je n'ai aucune chose en commun avec lui. Et si j'en avais la possibilité de combattre politiquement, je le ferais même, pour le dire en toute franchise. En fait, lui, par exemple, c'est pas un swahiliphone, mais il y a des Baluba swahiliphones. Quand on est au Congo, on est avec au moins 3 langues. On a le français, la langue officielle, qu'on apprend à l'école aussi. On a la langue du peuple dans lequel on provient. Moi, je viens d'un peuple Bembe, donc dans le Fizi, on parle de Kibembe. Ça, c'est du côté de mon père. Chez ma mère, c'est des Tetela. Mais du côté, ils sont Tetela, mais ils parlent Swahili et une autre langue, les Kikusu. En plus, on a le Swahili, qui est une langue régionale vernaculaire, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc on voit actuellement, et on va revenir après sur le M23, qu'il y a des groupes armés qui justement renforcent les narratifs, donc tous les discours autour des questions ethniques, pour justement légitimer leur combat, en fait, en mode « je vais venir vous protéger parce que vous êtes de telle minorité ». Et ça exacerbe, en fait, ces conflits, justement, parce que du coup, tu as les autres populations qui pourraient identifier un certain nombre de gens aux groupes armés. Vous avez l'effet de ce que cette bande d'armées recherchait. Et encore une fois, je ne dis pas que ça ne peut pas exister ou que ça n'existait pas. Je dis juste que c'est quelque chose qui est exaspéré et qui est fait à dessein, qui est fait vraiment pour camoufler les exactions et donc aussi la question minière de ce territoire-là. Ce qui arrange les bandes armées et qui arrange surtout en fait les gens qui vont bénéficier de ces métaux, qui vont pouvoir les transformer et autres, parce que on ne pourra pas les questionner sur les exactions parce qu'ils diront que c'est des conflits ethniques. Et ce discours-là, je ne vais pas être assimilé au gouvernement congolais. Mais ce que je tiens à remarquer, c'est que je n'ai pas vu des conflits en 1950 dans ce territoire-là. En revanche, le conflit commence juste après les génocides. On peut voir également qu'il y a que des bandes armées pullulent dans cette région-là. Et qui sont tous aux alentours des mines. Et donc dire que c'est un conflit ethnique, etc., ça camoufle des choses. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Carte suivante, c'est à moi. Et du coup, c'est le 4.
c'est le mien. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Nord Kivu? En gros, qui affronte qui et qui soutient qui aussi? Parce que voilà, on sait que l'M23, ils sont pas tout seuls. Aujourd'hui, actuellement, au Nord Kivu, en fait, on a différentes bandes armées. Il n'y en a pas qu'une seule. Il n'y a pas que le M23. Ouais, il y a l'ADF Malou, qui est une bande armée ougandaise. Je ne vais pas toutes les énumérer, j'invite les gens à aller lire le rapport des Nations Unies sur la RDC. Ils en produisent au moins 2 chaque année. Je ne vais pas minimiser l'importance des autres bandes armées, enfin l'importance au sens destructeur. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la préoccupation principale, la puissance de feu est inégalée comparée au M23. Et du coup, c'est qui dans le M23? Le M23, c'est aujourd'hui une espèce d'alliance entre ce qu'ils appellent AFC, Fleuve Congo, qui est donc une espèce de parti politico-militaire qu'a créé Nanga, ce fameux président de la commission nationale, de la commission électorale nationale jusqu'en 2018, qui est devenu un rebelle. Corneille Nangaa faisait donc partie d'une organisation gouvernementale congolaise avant de devenir un rebelle opposé à ce régime. Parce qu'on dit souvent les 23, c'est des Tutsis congolais. C'est con, Mais en fait, non, c'est vraiment pas vrai, con comme analyse, pardon de le dire comme ça. Même lui, Nanga, il dit dans des interviews, il dit que le président congolais actuel lui a escroqué des mines. Et d'un coup, on va devoir le croire, on va devoir le prendre comme un sauveur de Swahiliphones et des rwandophones, etc. Alors qu'il a participé à corrompre les élections, donc à délégitimer le vote de la population qui avait voté peut-être pour un autre candidat, et lui l'a donné à Tshisekedi parce qu'ils avaient des deals à passer. Voilà le genre de personnage qui aujourd'hui deviendrait notre sauveur, hein, parce que moi je suis swahiliphone, donc le M23 qui les compose. Parce qu'aujourd'hui on dit AFC M23, donc Alliance Fleuve Congo, M23. Et dans le M23, il faut, moi je pense, moins analyser le groupe, mais analyser les individus. C'est pour ça que je me suis attardé sur Nanga, parce que ça donne une explication qui est au-delà du marketing. Dans le M23, les fondateurs du M23, d'abord, vous avez un certain Laurent Nkunda. D'ailleurs, je regarde la caméra, où est Laurent Nkunda? Il est recherché par la CPI. On sait qu'il est au Rwanda. Il faut le livrer, parce que c'est un criminel. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Trouvez-nous Laurent Nkunda et ramenez-le à la justice. Le deuxième fondateur du M23, c'est Bosco Ntaganda, qui est condamné à la CPI à 30 années de réclusion criminelle, encore une fois jugé pour des crimes contre l'humanité. L'autre fondateur du M23, en réalité celui qui a plus de pouvoir que Nanga et tous les autres, c'est le chef militaire du M23, il s'appelle Sultani Makenga. Pareil, recherché. Il est au Kivu maintenant parce que c'est lui qui dirige les opérations militaires du M23. Les autres s'agitent dans les médias. Parce que ce soit Laurent Nkunda, que ce soit Sultani Makenga, que ce soit Bosco Ntaganda, ils sont tous frères d'armes de Kagame dans les années 90. Pendant que les FPR combattaient contre les régimes, ils ont combattu ensemble au régime. Le FPR, c'est le Front patriotique rwandais. C'est un mouvement politico-militaire créé à la fin des années 80 par des exilés Tutsis rwandais qui se sont exilés en Ouganda. Ils fuyaient les violences et les persécutions des décennies précédentes. Parmi ses membres, Paul Kagame, président actuel du Rwanda, mais aussi plusieurs figures qui deviendront plus tard des dirigeants du mouvement M23 en République démocratique du Congo. En 1994, le FPR met fin au génocide des Tutsis au Rwanda et prend le pouvoir. Et depuis, Paul Kagame dirige le pays. Les dirigeants du M23 actuels entretiennent donc des liens historiques avec le pouvoir rwandais. D'ailleurs, plusieurs rapports d'ONG et des Nations Unies documentent un soutien du Rwanda au M23. Ces rapports dénoncent également des exactions attribuées au M23 pouvant relever de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Comme l'a déclaré Clémentine de Montjoie, chercheuse à Human Rights Watch, le gouvernement rwandais qui soutient le M23 pourrait être complice des crimes de guerre commis par ce groupe armé. Donc en fait, ce sont des gens qui sont très liés au Rwanda. Et c'est pour ça que j'explique ça. C'est pas juste un mouvement endogène qui débarque comme ça. On a aujourd'hui donc des personnes, des jeunes, des gens qui vont quitter, par exemple, de la diaspora, qui vont quitter, aller dans le M23. Le gars qui est le gouverneur selon le M23 du Nord Kivu, c'est un citoyen canadien. Et ensuite, on a des gens qu'ils ont recrutés à l'intérieur de l'armée congolaise. Ok. Donc des gens qui ont fait défection du coup. On en reparlera parce que cette armée justement est une composition de plusieurs bandes armées aussi.
Et ensuite, vous avez le soutien du Rwanda. Les soutiens du Rwanda qui Qui arme, soutient, du coup. ouais, logistiquement et financièrement les M23. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les rapports des Nations Unies où on voit des images satellites, des positions, voilà, et l'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes de la région qui ont rejoint les M23. Il y a d'autres personnes qui ont rejoint les M23. Donc les M23, la composition, c'est ça. Prochaine question, je crois que c'est à toi. Ok, je tire une carte. La 9. C'est moi. Que vivent aujourd'hui les habitants du Nord Kivu? Est-ce que les populations locales, elles sont obligées d'un peu de prêter allégeance au M23 et qu'est-ce qu'elles subissent? Parce qu'on voit passer des rapports, mais au final, il y a quand même un silence médiatique énorme sur ce qui se passe. En fait, il y a différentes choses. D'abord, il y a le fait que les M23 taxent les gens. Et ça, c'est dans leur manière de faire parce que dans leur progression, à chaque fois, ils détenaient des villes et les gens devaient payer. En sachant que le système bancaire est fermé dans ces régions-là, je me pose la question, où est gardé cet argent? Comment c'est géré? Bref, voilà. Oui, parce que l'État du coup congolais a fermé les banques au Nord Kivu. Au nord et au sud Kivu, pas partout au sud Kivu, mais donc il y a un système bancaire qui est fermé. Donc tout porte à croire que soit ça va vers l'Ouganda, soit ça va vers le Rwanda. Donc t'es pas obligé de prêter allégeance, hein, ils viennent pas te demander signe ici, et voilà, mais tu payes des impôts. Or l'un des principes des impôts, c'est le consentement à l'impôt. Le consentement, ça veut dire que c'est libre et éclairé, tu sais pourquoi tu payes des impôts, etc. Là, ils sont quand même obligés de les payer, les habitants. Voilà, ouais, et c'est pas forcément pour des services après qui vont être rendus. c'est pas de service public, ils sont pas là pour le service public, c'est pour financer leur rébellion. Et puis, il y a ce qui s'est passé quand ils venaient de prendre Bukavu et Goma, parce qu'ils organisaient de gros événements dans des stades de foot où ils donnaient des jetons. Ça, c'est vraiment des nouvelles que j'ai eues. Et en fait, c'était ça qui servait de contrôle. C'est-à-dire, si tu n'avais pas des jetons, c'est que tu n'étais pas d'accord avec eux, et donc tu étais potentiellement un ennemi. On a des vidéos où des gens se font abattre sur place publique. On ne sait pas si c'est parce qu'ils n'ont pas de jetons ou c'est parce qu'ils ont été identifiés comme des personnes hostiles au M23. Mais quand je dis abattre ou à la place publique, c'est que vraiment, on le récupère, on tire sur lui. Moi, je suis en contact avec une militante qui avait réussi à fuir jusqu'à Kinshasa aujourd'hui, qui m'a dit « j'ai failli devenir folle ». Quand je dis devenir folle, ce n'est pas une expression. Parce qu'elle devait vivre cachée, nier ses principes pour faire plaisir à M23. Et ça, ce n'était pas possible pour elle. Maman Yvonne, si tu me regardes, je pense sort à toi. Il y a énormément de déplacés. Là, j'ai les chiffres depuis 2025. Apparemment, 5,28 millions de déplacés internes. Donc, quand on dit déplacés internes, c'est des personnes qui fuient à l'intérieur de leur propre pays. Et depuis le début de l'année, donc ça c'est en tout, mais depuis le début de l'année, 1,6 million de personnes. Donc c'est énorme. 50%, donc une personne sur deux, c'est une femme. Plus de 2 tiers des déplacés au Congo sont justement à l'Est, dus à ces conflits actuels. Et remarquons que c'est là où se trouve le métaux. Il y a aussi un point je trouve que c'est la chose dont on parle le plus en Occident, parce que il y a aussi toute la communication du docteur Mukwege sur l'utilisation du viol comme arme de guerre. Et je crois que des chiffres absolument affreux d'une femme violée tous les peut-être 4 minutes et un enfant toutes les 30 minutes. Et 30%, quand on dit les femmes, en fait, dans notre imaginaire, on peut penser que c'est une personne plus grande. Ça ne veut pas dire que ça reste moins grave. Mais en fait, c'est 30 à 40% de ces femmes violées qui sont des enfants, en fait. Et quand on dit ça et qu'on sait que la grande majorité des populations congolaises sont des jeunes, ça veut dire des très, très jeunes enfants qui arrivent au monde avec ça. Et pourquoi on parle du viol? Parce qu'une autre arme qui est utilisée par les bandes armées, mais également par le FARDC, qui est l'armée régulière congolaise, parce qu'il faut le dire, c'est pas une spécialité de seulement certains et pas d'autres. Hein. C'est vraiment tous ceux qui... spécialité du M23. Voilà, tous ceux qui tiennent les armes au Congo, aujourd'hui,
utilisent cela, avec sans doute des visées différentes. Pour certains, c'est instaurer la peur dans la chair des populations pour qu'elles quittent leur territoire. On a parlé de ces millions de personnes qui fuient leur territoire, et on laisse comme ça l'espace pour exploiter facilement les métaux. Pour d'autres, c'est vraiment juste, quand je dis juste pareil, c'est pas pour minimiser, c'est vraiment aussi ce sentiment d'impunité. De domination de totale. domination qui existe, d'autant plus pour ceux qui détiennent les armes. Et donc voilà. C'est dur de parler de ça. C'est dur de parler de ça parce que moi, quand j'étais à Uvira, je ne dirais pas que j'ai été témoin direct du viol, mais j'ai vu cette histoire où, quand les bandes armées sont arrivées dans notre quartier, ils ont pris des femmes. Et ils sont partis avec, notamment une qui était ma voisine et dont on n'a plus jamais revu. Ce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas des statistiques, ce n'est pas des chiffres abstraits, froids comme ça, c'est des humains. C'est des histoires. C'est des histoires. C'est des voisins. C'est des frères, voisins, sœurs, voilà. ouais. C'était à qui la prochaine? Ouais. 2. Pardon. Je crois que je vais gagner. Ah, L'extractivisme en République démocratique du Congo, ça veut dire quoi concrètement? l'effet d'extraire massivement et intensivement dans un objectif, pas d'une consommation locale, vers le marché international. Ensuite, pour que ça soit, à mon avis, l'extractivisme, il faut qu'il y ait une dimension politique dans ça aussi. Donc, pour que cette manière de faire soit possible, il faut qu'il y ait un régime politique qui le permette. Dans le cas du Congo, on a un régime corrompu et une installation de la guerre dans les régions minières du Nord et du Sud Kivu. Qui permettent cet extractivisme? Qui permettent cet extractivisme. Et de l'autre côté, parce que pour moi c'est comme une pièce avec face et pile, quoi. Ça explique également le mode de vie de pays où sont destinées ces matières. Bref, c'est une manière coloniale d'habiter la Terre qui exploite les Sud global au service du Nord global, parce que le mode de vie du Nord global dépend de cette manière d'habiter la Terre, qui est une manière assez violente. Si tu regardes le XVIe siècle et l'Amérique du Sud, le XVIe siècle et l'Europe, tu comprends cette relation on va détruire massivement. Avec l'esclavagisme. Avec l'esclavagisme, ça fait partie de l'extractivisme pour le confort des Européens. Ensuite, si tu regardes les années qui suivent avec l'Afrique, etc., c'est pareil. Et aujourd'hui, on est encore dans ce système extractiviste. Ça va sur les questions racistes, une conceptualisation raciste du monde. Mais cette manière violente d'habiter la Terre, elle peut s'exprimer aussi en termes de centre et périphérie. On peut tenter de l'extrapoler vers, par exemple, le fait qu'on ne va pas faire des explorations minières en plein Paris, mais on va aller les chercher à Échassières. Tu veux dire dans d'autres plus petites villes On va avoir une relation de domination. En fait, c'est-à-dire cette manière violente d'habiter la Terre. Il y a une justification raciste quand ça concerne l'extérieur. Il y a une démarche de domination qui est symptomatique de ces systèmes-là et qui va donc puiser, utiliser les périphéries au service des centres. Oui, parce qu'en France, il y a encore des projets d'extraction qui se font dans d'autres régions. Et en fait, c'est toujours ceux qui décident, il ne faudrait pas aller abîmer leur habitat, en fait. C'est un peu le truc de ne pas dégrader. Moi, je me demande, j'en suis sûr, si on essaie de chercher sur le sol parisien, il est possible qu'on voit des métaux qui peuvent intéresser certains. Est-ce que ça viendrait à l'esprit de quelqu'un de dire... On va creuser à Boulogne-Billancourt, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que ce serait possible? Mais par contre, c'est possible en Dordogne, au fond de la Dordogne, pour le quartz. C'est possible pour du lithium en Alsace et dans l'Allier. Et donc ça, c'est vraiment dans le territoire du dominant qui se passe comme ça. Il faut se dire que là où ça va s'exaspérer, ça va être justement avec cette question raciste derrière, ça va être dans les pays du Sud global, où on va avoir vraiment une expression raciste et d'une violence inouïe de ce système. C'est-à-dire qu'on arrive au Congo où, en fait,
on parle des millions de morts. 6 millions de morts, c'est presque les habitants de la Bulgarie, du Danemark, C'est ou 10% des Français. 10% des Français. C'est énorme. Imaginez 10% des Français disparaître en 30 ans. Juste imaginez des Français qui travailleraient dans les conditions des mineurs au Congo, alors qu'on bénéficie tous les jours des minerais justement C'est ça. extraits par ces personnes. C'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment cette manière violente où ça s'exprime, et c'est pour ça que la question d'ethnicisation de ces conflits est super importante, parce que ça camoufle ça. Ça vient légitimer Ça entre... vient Ouais, légitimer. c'est ça. C'est entre eux, c'est les Noirs, ils aiment s'entretuer. Et ça arrange en fait les dominants, donc les grosses entreprises multinationales et les États derrière qui s'enrichissent sur ça. On a vu au début où se situaient les principales mines, on a vu que c'est aussi réparti sur le territoire. Dans le Katanga, justement, c'était plutôt le cuivre et le cobalt. Et sur l'Est, c'était davantage le coltan et l'or au nord. En termes de quantité, moi j'étais choquée, j'ai regardé des chiffres. C'est le mot qu'il faut, oui. C'est choquant, hein. En fait, c'est ouf de voir que du coup, le pays actuellement est résumé à ça, et on va en parler après. Parce qu'en fait, il y a une différence entre la production et les réserves. Si on regarde les réserves, c'est encore plus scandaleux. 50% des réserves mondiales du cobalt se trouvent en RDC. Et ailleurs, vous avez 5%, 10%, etc. Et donc, quand vous avez des réserves, ça va expliquer cette histoire de coltan avec le Rwanda qui en produit plus. En fait, réserve ne veut pas signifier production. Parce qu'en fait, vous avez, par exemple, la Chine qui produit beaucoup de métaux, mais ça ne veut pas dire qu'elle en a en grande quantité sur son sol. Donc oui, la RDC, c'est 50% des réserves mondiales, 70% la production du cobalt. Et au niveau du coltan, du coup, si je vois que 60 à 80% des réserves de coltan sont dans le Nord Kivu, c'est les réserves, c'est pas l'exploitation. Voilà, sont dans le Kivu, pas que dans le Nord, c'est dans le Nord et Sud. Mais c'est vrai que plus dans le Nord Kivu. Et en fait, c'est des réserves, c'est pas la production. Parce que la production, en fait, c'est plutôt vers le Rwanda. Or, on sait, parce que le Rwanda n'aime pas donner le tonnage de ces mines, donc on ne sait pas quelle mine produit combien de tonnes. On estime que les capacités géologiques rwandaises ne permettraient en tout cas de produire que 80 tonnes par an. Or, le Rwanda en produit plus de 2000 tonnes par an. Donc c'est sûr qu'ils ne se fournissent pas chez eux. Non. Oui, je voyais que le Rwanda était le premier exportateur de coltan mondial. Et le 3e exportateur de tantal. Tantal, le coltan, c'est un minerai qui en fait, qui concentre d'autres métaux. Voilà. En fait, il faut le dire aussi aux gens, parce que il faut que les gens comprennent qu'en fait, dans la mine, il n'y a pas un minerai tout seul, quoi. C'est une composition de plein de trucs. Et tu l'affines en gros, et ça donne aussi d'autres choses. Voilà. Ouais. Du coup, et c'est pour ça que je crois qu'on avait trouvé de l'uranium à RDC, parce qu'en fait, ça ne servait à rien. Donc, on le mettait de côté, on récupérait notre métaux, puis on se dit, ah, mais tiens, il y a de l'uranium. Il y a de l'uranium, c'est des déchets, en fait, qu'on allait chercher. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend aussi, derrière cet enjeu, le colo que je suis se doit de le dire, c'est des produits hautement toxiques qu'on laisse comme ça en l'air, qui fait que, en fait, ça expose les populations et les écosystèmes à un degré de toxicité qui, dans la plupart des cas, dépasse le seuil minimal recommandé. Beaucoup de gens proches des mines qui ont des problèmes de maladies pulmonaires et d'autres types de maladies dont les gens n'ont pas d'explication, parce que en plus de ça, les mines, quand ce sont des mines, on va dire, industrielles, il ne se passe pas grand-chose en termes d'études de risques. Voilà, c'est soit bâclé, soit on s'en fout complètement, quoi. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de la mine de coltan de Rubaya, parce qu'elle est aux mains du M23, au Nord Kivu ou au Sud? Au Nord. Au Nord Kivu, en fait. La mine de Rubaya, c'est entre 15 et 20% de la production mondiale de coltan. En résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20% du coltan qui va servir l'économie numérique mondiale provient d'une zone contrôlée par une bande armée multicondamnée, dont
les fondateurs et certains aujourd'hui sont des gens qui sont recherchés par la justice internationale. Et j'ai vu, c'est 800 000 $ par mois qui va dans les poches du M23 et du coup dans les poches du Rwanda. Et au même moment, l'Union européenne passe des accords avec le Rwanda. Et cet accord a été signé le 19 février 2024. Enfin, voilà, l'accord s'appelle Memorandum of Understanding sur l'approvisionnement durable de métaux. Ils préfèrent garder cet accord parce que ça leur permet d'avoir des discussions avec les gouvernements rwandais. Donc l'UE est complice Oui, la des Commission crimes européenne. qui se passent. Il faut le dire parce que le Parlement européen a voté pour la suspension de cet accord le 13 février 2025 et la Commission s'est assise sur ce vote. On a fait un boulot de dingue en tant que société civile pour que les parlementaires soient sensibilisés et qu'ils votent. Ils l'ont fait. Et c'est la Commission qui détient le pouvoir à l'Union européenne. Mais ce qui est certain, c'est que pour nous, c'est un signe de permissivité au gouvernement rwandais et au M23. D'un côté, vous avez la Commission qui condamne publiquement, à l'ombre, ils signent des accords. Ouais. Ces gens-là, ces criminels-là, pour moi, ce sont des sous-traitants d'un système. C'est pour ça, quand on parle d'extractivisme, c'est important de comprendre la relation coloniale qui est là, le confort colonial qui est créé. Pourquoi cette commission signe ce type d'accord? C'est parce qu'elle pense que son mode de vie ne se définit que par le fait d'accéder à ces métaux-là. Dans un système de concurrence internationale avec la Chine et les États-Unis, il faut absolument créer une sécurisation de l'approvisionnement des métaux en Europe. C'était l'alpha et l'oméga parce que nous sommes dans une ère numérique et qu'il faut avoir ces sources-là. Donc il ne faut pas se brouiller avec Kagame, il ne faut pas se brouiller avec le gouvernement congolais, il faut jouer une espèce de jeu d'équilibriste, quitte à rester complice ou hypocrite dans nos démarches, c'est pas grave. De toute façon, on veut assurer la continuité du mode de vie. Donc c'est au nom des Européens que c'est fait, en votre nom. À qui le tour? À toi, je crois. À moi. Allez, 10. Ah, c'est toi. Qui travaille dans les mines et dans quelles conditions? On va parler de deux types de mines, les mines industrielles et les mines artisanales. Les mines industrielles sont détenues par des multinationales principalement étrangères comme Glencore, qui est suisse, ou alors CMOC, un groupe chinois, ou encore Ivanhoe Mines, une entreprise canadienne. L'extraction des minerais se fait avec des grosses machines, avec l'utilisation de produits hautement toxiques. Et si les conditions de travail sont censées être encadrées par des contrats, les accidents restent extrêmement fréquents et les produits utilisés peuvent provoquer des pathologies sur le long terme. Les mines artisanales reposent sur un travail manuel. Les mineurs ou les creuseurs sont amenés à descendre à plusieurs dizaines de mètres sous terre, dans des conditions de travail extrêmement précaires et dangereuses. Dans les mines industrielles, il y a un semblant de contrat de travail. Dans les mines artisanales, c'est un peu plus compliqué. Il faut le dire aussi, c'est que dans le nord et au sud Kivu, c'est là où se trouvent plus des mines artisanales. Et donc, vous êtes plus exposé au risque avec la guerre et avec les bandes armées qui contrôlent les régions. Vers les sud aussi, vers les Katanga, vous avez des mines artisanales. Et là, ça va être d'autres expositions, parce que pas forcément le minimum de protection que tu peux avoir dans une mine industrielle. Ça ne veut pas dire que c'est la folie là-bas. Hein. C'est les minimums des minimums qui existent, voire pire parfois. Parfois, il y a des gens sans chaussures dans des mines industrielles, hein, ou pas des chaussures de protection. Enfin bref, je suis gêné parce que en fait, ça pourrait valoriser la mine. Quoi qu'il arrive, les conditions de travail sont extrêmement difficiles en fait. Horrible. Dans les mines artisanales, c'est pire. Parce que là, c'est synonyme des tombeaux en réalité pour des gens. C'est-à-dire que ça peut s'écrouler à tout moment, comme la vidéo qui a tourné. Hein. Aussi, le travail des enfants est beaucoup plus important dans les mines artisanales. On parle de 40 000 enfants qui travailleraient dans les mines dites artisanales. Et il faut vraiment repréciser, quand on parle de mines artisanales, c'est important. Je sais qu'en Occident, on a une image de l'artisan. C'est pas l'artisan boulanger. Oui, voilà. C'est pas quelqu'un qui façonne son produit, qui prend le temps, et un produit unique. Là, c'est vraiment des conditions proches de l'esclavagisme, quoi. Carte suivante. Oui. C'est à qui? C'est à toi. 6.
Voilà, c'est serré, hein. Je te rattrape. Comment la colonisation perdure encore en République démocratique du Congo? Peut-être redire qu'en fait, si vous voulez voir aujourd'hui où se trouve la colonisation, regardez les outils électroniques que vous avez dans vos vies. Regardez comment même l'administration se base sur la dématérialisation. On vous fait croire que c'est une démarche qui n'a aucune conséquence physique, alors même que l'infrastructure qui soutient cette dématérialisation se base sur le système extractiviste. Comme on l'a vu, le système extractiviste est un système profondément colonial parce qu'il vient des systèmes coloniaux. C'est une manière violente d'habiter la terre qui s'apparente à comment ça s'est passé au moment des colonies à l'époque. Donc en fait, colonisation actuelle, elle n'est plus sous les formes passées où vous aviez un État qui envoie des administrateurs sur place avec un gouverneur blanc qui passe sa journée à se goinfrer des douceurs des pays tropicaux et en exterminant quelques locaux, c'est pas ça. Là, vous avez une autre manière de faire où vous avez des officiers coloniaux d'abord de nouveau genre, on en a parlé longuement, donc des bandes armées des États voisins qui vont servir de terreur comme à l'époque coloniale pour les cas du Congo. Aujourd'hui, on extermine des Congolais pour des coltans. Donc c'est la même logique, c'est juste la matière première qui change. Ensuite, ces bandes armées font ça au service d'un système économique mondial qui, lui, est censé garantir un mode de vie, un confort des pays les plus riches de la Terre. Voilà comment aujourd'hui ça perdure. C'est vraiment toutes ces petites gadgets que vous avez dans vos vies. Les brosses à dents électriques, oui, tout on ce qui est va y aller. montres connectées, enfin tous les objets connectés en fait. Oui, mais on a parlé de brosse à dents électrique, ce qui est assez... Enfin, faut dater aussi sa vie. C'est quand que ça arrive, cette histoire de brosse à dents électrique? C'est devenu une révélation. Ouais, mais maintenant, on a même des caleçons connectés. Ouais. On a des gourdes connectées. Moi, je donne des cours et puis j'ai une étudiante qui m'a dit mais moi, j'ai un thermostat connecté. Regardez votre confort et vous saurez où se trouve. Regardez le progrès, ce qu'on appelle le progrès technique, et vous saurez comment aujourd'hui le monde est organisé autour de ce progrès-là. Tout à l'heure, on a parlé de la transition écologique. Donc on a une justification presque morale de la colonisation. Ça fait un peu mission civilisatrice à l'époque coloniale. Exactement. On a toujours un discours moral pour justifier ça. Mais ce qui est encore plus dingue, non d'abord parce que Léopold II, qui était censé nous civiliser, bien sûr, a exterminé 10 millions d'habitants de ces territoires. Mais aujourd'hui, on a réussi à faire croire qu'extraire des tonnes et des tonnes de roches dans la nature en creusant des trous avec des produits hautement toxiques. Ça, c'est au service de la préservation de la terre, nous dit-on. De plus, on vous dit c'est pour la transition écologique, donc c'est bien. On précise pour que ce soit bien clair que David ne critique pas l'écologie en elle-même, bien au contraire. Il critique ce que certains chercheurs appellent le néo-extractivisme vert. Une transition écologique qui repose sur l'extraction massive de minerais et la perpétuation de rapports de domination économique et coloniaux. Or, si on regarde bien aujourd'hui, si on se dit, ok, c'est quoi les métaux de la transition a priori? On va voir qu'en réalité, tous les métaux, il y a une espèce de ruée minière. Toute la demande de métaux augmente pour tous les métaux. En fait, c'est juste du business qui a trouvé une justification. On a verdi cette affaire et du coup, ça crée un aveuglement au sein de la population, une justification. Voilà, c'est pour l'écologie. Ce qui se passe au Congo n'a pas d'équivalent ailleurs. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en Amérique du Sud, c'est une réalité des autochtones qui se battent aujourd'hui, toujours, depuis de très longues années, pour la préservation de leur territoire, de leur droit de vivre, tout simplement. Je pense au peuple Yukpa, j'ai un ami qui provient de cette région
de la Colombie qui subissent par exemple l'extraction du charbon parce qu'il y a eu la crise en Ukraine et donc on n'achète pas aux Russes. Mais du coup, c'est aux autres de trinquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire que non, continue à acheter aux Russes. Mais en fait, le fond du problème, le fond du sujet, c'est quoi? Comme pour l'histoire écolo, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un problème environnemental, mais pareil, on ne remet pas en question le mode de vie. On ne re-questionne pas cette manière violente d'habiter la Terre. On ne re-questionne pas toute cette goinfrerie des métaux. On doit continuer coûte que coûte cette manière de faire. Et on va trouver des alternatives en termes de sources de provenance. Et non pas, c'est dire, c'est peut-être beaucoup trop, avoir une brosse à dents électrique, un caleçon connecté, un thermostat connecté. Carte suivante. Carte suivante. À toi, je crois. Ah, j'espère que cette fois-ci... Oh non, ah, c'est 8. Ah si, c'est moi. Excellent. J'ai le droit de mettre mon jeton? Oui, Cool. mettre son jeton. J'ai gagné? Oui, il reste les Il en 12. reste une, Ok. mais il reste plusieurs cartes, donc... ouais. Comment imaginer la RDC autrement que par l'exploitation de ces mines? En fait, nous, à Génération Lumière, on a notre centralité qui est la RDC. Mais on ne se contente pas de la RDC, c'est-à-dire qu'on va être en résonance avec d'autres luttes. On combat la colonialité. Il y a une expression en 1892 d'un géologue belge qui a été envoyé par notre fameux Léopold, là, qui a un nom de rue dans le 6e arrondissement de Paris. Jules Cornet est né en 1865 et c'est un géologue belge qui a été envoyé pour différentes missions de prospection scientifique géologique au Congo. Et ça se passe au moment où le Congo est encore propriété de Léopold II. Quand il arrive sur ce territoire, il dit que c'est un scandale géologique. Alors, il y a des débats dans la manière de comprendre cette histoire. Certains disent que c'est parce vis-à-vis de l'abondance de ces ressources, il dit effectivement le nombre est scandaleux. Moi, je le vois comme une espèce de pervers qui trouve que c'est scandaleux. Voilà. Et donc, ça justifie une exploitation, ça justifie ce qui se passe. Et cette manière de percevoir, de voir la RDC, nous colle à la peau jusqu'aujourd'hui et expliquerait, à mon avis, pourquoi on tue aujourd'hui au Congo et la manière dont on tue. Parce qu'en fait, on a parlé des millions de morts, des 6 millions, c'est la fourchette basse. Mais c'est une industrie de la mort. C'est des générations entières. Moi, je suis né dans ces années-là. Aujourd'hui, vivre sur le sol de la RDC, le simple fait de vivre sur le sol de la RDC, plus particulièrement dans les régions en guerre, c'est d'être exposé à la mort. Pourquoi? Pour servir le progrès technologique. Et donc, cette manière de voir la RDC, qui est extrêmement violente, qui a transformé ce beau territoire, parce que c'est beau la RDC, il faut le dire, il faut vraiment que les gens se rendent compte, c'est le poumon vert de la planète, quoi. Mais au-delà de ça, c'est des paysages, il y a des îles qui sont... Enfin, c'est magnifique la RDC, vraiment, il faut le dire. Et donc, il faut changer ce narratif sur la RDC, il faut que même les Congolais soient convaincus qu'on peut vivre en dehors des désirs des colons. Les désirs des colons, c'est les cailloux qui se trouvent en RDC. On peut penser notre économie, enfin, notre ontologie en réalité, là où j'ai vécu. C'est une vision du monde, une manière de penser le monde. N'est pas compatible avec l'économie des marchés, par exemple. Parce que l'économie des marchés, en fait, désencastre l'économie des relations sociales. Là où moi, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai vécu avec ma grand-mère où on pouvait faire du troc. Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça, c'est des bisounours, on est écolo, donc forcément on est des bisounours. Mais je tiens à le dire. C'est-à-dire que la valeur monétaire n'était pas ce qui primait sur la valeur relationnelle, sur la confiance. On construit des communs au Congo. C'est-à-dire qu'on va mutualiser. J'ai vu des gens qui construisaient des maisons, je crois que même en France ça existe en réalité, qui, par exemple, aujourd'hui, je m'apprête, je sais pas, à fonder un foyer, je vais réunir des gens, on va construire une maison pour moi. Le lendemain, on va faire pareil pour une autre personne. On fait une mutualisation de forces
Et on construit des communs comme ça, on construit des relations qui deviennent notre richesse. C'est de penser une économie qui est fondée sur la relation et non pas sur quelque chose d'aussi volatile que le marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a besoin du coltan, ça va monter. Ouais. Ensuite, si finalement on n'en veut plus, ou alors si quelqu'un a décidé de spéculer, ça descend. Et donc la santé des gens, l'avenir des gens dépend du bon vouloir d'un gars qui peut être assez fou pour jongler avec ça. Ou, quand je dis un gars, je pense à Donald Trump qui peut dire c'est bon, aujourd'hui j'augmente les taux. Enfin bref, des trucs un peu en réalité qui ne sont pas ancrés sur la réalité, sur l'économie réelle, sur la manière de vivre des gens. On nous voit qu'à travers le métaux. Est-ce que tu es française? Ouais. Ok. Si tu vas à New York, je parie que personne ne va te dire « Ah, la France, le pays du lithium dans l'Allier ». Nous sommes résumés à ça. En fait, le Congo, les Congolais sont utiles que pour l'exploitation. Le corps des Congolais et des Congolais sont utiles que pour l'exploitation. C'est tout. Et c'est ça que je vais faire passer comme message. Nos corps ne sont pas là pour ça. Je vais me permettre d'emprunter l'expression que les militants sur la question du chlordécone en France ou les militants du collectif Dioxine qui parlent de la colonisation chimique. Chez nous, on n'utilise pas encore ce mot. Mais si demain, nous retrouvons la paix sur ces territoires, je me demande où pourrions-nous cultiver si notre territoire est aussi saccagé et aussi empoisonné. Alors je sais que beaucoup de gens ne sont pas congolais. Certains sont convaincus d'être très très éloignés des Congolais parce que les Congolais sont noirs, les femmes congolaises, c'est pas tout à fait les mêmes femmes que vous parce que vous serez blanches, etc. Le Congo vous permet de respirer. La mise en danger de la vie au Congo impactera le monde entier. Et je ne le dis pas pour que vous ayez pitié de nous, j'en appelle à la responsabilité. Et nous allons peut-être voir nos enfants grandir là-dedans parce qu'il y a un système qui ne veut pas mourir. Ce que raconte David, ce n'est pas juste une critique de l'exploitation minière en RDC. C'est aussi une réflexion beaucoup plus large sur la manière dont la RDC est perçue depuis la colonisation, comme un territoire de ressources à s'accaparer avant d'être un territoire de vie. Et justement, on va continuer à remonter ce fil avec la prochaine carte du bingo. Numéro 12, c'est gagné. Bravo. En France, que peut-on faire individuellement et collectivement pour lutter contre ce système? Je le dis solennellement. La France joue à un jeu dangereux. Le jeu dangereux, c'est celui de la perpétuation du système colonial. Moi, j'ai obtenu refuge en France. Donc je sais que ce n'est pas un désir de tous les habitants de ces territoires. La France finance le Rwanda à hauteur de plus de 400 millions. Il y a 30 ans de rapports, une empilation de rapports des Nations Unies qui montrent la complicité plus que active du Rwanda avec les bandes armées au Congo dans le pillage. En passant, le pillage est décrit comme un crime contre l'humanité dans le droit international. Autrement dit, la France signe des accords avec un régime qui potentiellement demain sera accusé de crimes contre l'humanité. Alors certains me disent c'est par culpabilité par rapport au génocide des Tutsis. Mais ça ne se règle pas comme ça. Vous ne pouvez pas rajouter de la culpabilité sur la culpabilité. La France a laissé que le porte-parole du M23, Laurence Kanyuka, a laissé que Laurence Kanyuka crée son entreprise, pas dans le fond de la Dordogne, hein, rue Saint-Honoré, à Paris. Une entreprise de conseil sur le métaux. Donc quand j'ai dit demander les comptes à vos gouvernants, c'est vraiment parce qu'il y a des choses que ces gouvernants font passer en votre nom. Mais la France est aussi impuissante au sein de l'Union européenne. On a parlé de l'accord qui est passé entre l'Union européenne et le Rwanda. Juste rappeler que ces financements, ce sont des impôts de tous les contribuables. Et puis nous, Congolais, nous nous occuperons aussi de nos élus là-bas pour la corruption. Ne vous inquiétez pas, on le sait, c'est un problème. Mais on s'en charge.
Comment, on va finir avec ça, comment on peut soutenir justement des actions, où s'informer, comment aller plus loin et comment soutenir. Mais lisez des rapports qui ont été faits par les Nations Unies. C'est pas mal. Vous tapez rapport sur le Congo, Nations Unies, vous avez les tenants et les aboutissants, enfin des choses qui sont bien décrites. Où s'informer? On a un certain nombre on va dire, de militants congolais qui essayent de vulgariser, d'essayer d'expliquer tout ça. Donc essayer de leur parler, venir dans les conférences, parce qu'on en organise régulièrement des moments de discussion. Soutenir la lutte, c'est déjà rallonger la durée des vie de vos appareils, marcher avec nous, demander des comptes à vos gouvernements, parce que c'est quand même assez épuisant que ce soit les concernés, entre guillemets, qui portent ce fardeau-là, alors que la plupart des gens vivent avec ces outils-là dans leur poche, dans leur vie au quotidien. Ils ont des bouts d'histoire des Congolais. J'ai une amie, je crois, il y a 2 jours, qui m'a dit, mais enfin, elle est tellement fatiguée, David, je m'en fous du racisme moral qui dit je déteste les Noirs. Je dis, à la limite, je n'ai pas envie que cette personne m'aime, quoi. Voilà. Ouais. Mais cette personne, si elle m'empêche de vivre comme un être humain normal, ça me pose problème. Et ce qui empêche cette personne de vivre comme un être humain normal, c'est aujourd'hui ne plus avoir le droit. J'ai des copains à moi qui n'ont pas été enterrés leur mère à Goma parce que la ville a été prise par les M23. Les M23 détiennent la mine des Roubaya qui vous fournit un métaux. Le droit de vivre normalement, c'est de pouvoir être béni sans être dans des symphonies de la mort que sont les cris des enfants abandonnés par leurs mères tuées par des bandes armées. Vivre normalement pour nous, pour moi, c'est de me permettre un jour de revenir sur le lac Tanganyika et de savourer mon poisson et mon foufou tranquillement. Ou être à Lyon, me balader au parc de la Tête d'Or sans recevoir des images des personnes décapitées de chez moi pour pouvoir en parler, en témoigner ici. Voilà, ce qui peut être normal pour nous, c'est ça aussi. Et donc, se battre contre le racisme, c'est bien. Questionner son modèle, sa manière d'habiter la Terre, c'est encore mieux. Merci beaucoup, David. Merci à vous merci pour l'invitation. Merci pour cet échange qui était hyper riche. Un immense merci à David Bainda Kitoko d'avoir partagé cette partie de Bingo ensemble. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode ou écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Commune, de liker ou de laisser un commentaire. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode du Bingo avec une experte en droit des étrangers pour débunker toutes les fake news sur le sujet.